Salut les amis. L'humanité poursuit son existence, rythmée et prévisible. Tandis que les grandes décisions politiques se règlent derrière les portes feutrées de la Maison-Blanche, les citoyens, eux, vivent leur quotidien, font des plans, rêvent du lendemain, sans se douter que l'équilibre du monde est sur le point d'être pulvérisé. Tout bascule un matin. Sans avertissement, sans cause apparente, tous les êtres vivants porteurs du chromosome Y s'effondrent. Hommes, oiseaux, animaux mâles, tous meurent sur le champ. Même le président des États-Unis s'écroule dans son bureau, sans un mot. La planète bascule dans l'incompréhension. Tous? Non. 2 survivants émergent du chaos, Yoro Brown, un jeune illusionniste raté, et son singe capucin, Aerson. Un duo improbable, seul vestige de la gente masculine. Le protocole d'urgence prévoyait que Regina Oliver assure la présidence en cas de crise. Mais au moment du drame, elle se trouvait à l'étranger, et depuis, plus aucun signe d'elle. L'absence de leadership sème la panique. Très vite, la société chancelle. Dans les rues, les femmes, déboussolées, cèdent à la peur et au désespoir. Des émeutes éclatent. Tout se délite. À l'intérieur même de la Maison-Blanche, la tension monte. Le personnel réalise l'ampleur du désastre. Les réserves de charbon, d'eau potable et de nourriture ne tiendront que 2 semaines. Et la nature, privée de ses mâles, est entrée dans une impasse biologique. Il n'y a plus de reproduction possible. Ce n'est pas seulement une ville, un pays, mais toute l'humanité qui est menacée. Dans ce vide de pouvoir, une femme s'impose, la sénatrice Jennifer Brown. Elle reprend les rênes avec fermeté. Rapidement, elle reçoit la visite d'un agent spécial, Sarah Bergen, membre de l'unité secrète du président, connue sous le code 355. Sarah explique avoir été envoyée en réponse à une menace grave, mais ses ordres restent flous. Personne ne sait ce qui les attend. Pendant ce temps, Yoro Brown, terré dans son appartement, tente d'échapper à l'hystérie collective. Il sait qu'il est devenu une cible. Mais alors que ses provisions s'amenuisent, il décide de quitter sa cachette. Il laisse un mot à sa petite amie, puis s'aventure dehors pour comprendre ce qu'il se passe réellement. De son côté, Jennifer Brown confie à Sarah une mission personnelle, retrouver sa fille, Hero, disparue depuis le jour de la catastrophe. Mais Hero ne cherche pas à fuir. Elle s'est rendue dans un centre de réfugiés pour porter secours aux plus démunis, notamment à la veuve de son ancien amant. Une mission humanitaire, empreinte de culpabilité. Puis Hero rejoint sa planque, où un groupe d'amis s'est réfugié. Là, un espoir fragile naît, il semble que quelques hommes aient survécu. Mais très vite, la vérité éclate. Ces hommes sont en réalité des personnes transgères, nées dans des corps féminins, et ayant entamé une transition hormonale. La mystérieuse peste n'a eu aucun effet sur eux. À New York, la ville se transforme en zone militaire. Les rues sont sous contrôle. Des camions blindés sillonnent les avenues. Yoro, désormais fugitif malgré lui, doit ruser pour éviter l'armée. Il parvient à se glisser dans un bar déserté, où il laisse un nouveau message, un dernier peut-être, à celle qu'il aime. Yoro continue de croire qu'elle est encore en vie. Il espère qu'en tombant sur l'un de ces messages, elle comprendra, et reviendra à la maison. Jusqu'ici, il a toujours réussi à rester discret, à passer inaperçu. Mais cette fois, tout dérape. Aerson, son singe, s'échappe soudainement. Pris de panique, Yoro se lance à sa poursuite. L'animal affolé file dans les entrailles du métro, désormais inondé, puis disparaît dans les eaux troubles où flottent des cadavres. Dégoûté, horrifié, mais incapable de le laisser derrière, Yoro plonge à son tour dans les eaux putrides pour sauver son unique compagnon. Au cœur de ces tunnels sombres, il croit apercevoir une silhouette. Un autre homme? Une hallucination? Il n'a pas le temps d'en être sûr. Il éclaire frénétiquement les alentours, mais seule l'eau stagnante et les ombres lui répondent. De retour à la surface, trempé et frigorifié, Yoro se faufile dans une boutique de vêtements pour se changer. Mais à peine a-t-il posé le pied à l'intérieur qu'il est repéré. Nu et vulnérable, il fait face à un groupe de commerçantes figées d'effroi. L'une d'elles propose de le livrer aux autorités, en échange d'une récompense. Mais face à son état, leur cœur se serre. Finalement, elle le laisse partir, lui tendant des habits secs. Yoro est à bout. Le stress, la peur, la solitude, tout le pousse au bord de la folie. Il se plonge alors dans les vidéos de son téléphone, revivant les souvenirs doux du jour où Aerson est entré dans sa vie. Et soudain, comme s'il avait entendu son nom, le petit singe sort timidement de sa cachette. Ils sont à nouveau réunis. Ensemble, ils rentrent chez eux, espérant retrouver un semblant de paix. Mais à peine le seuil franchi, Yoro sent que quelque chose ne va pas. La porte grince, quelqu'un est déjà à l'intérieur. Son instinct le pousse à se défendre. Il s'empare d'une guitare et se dissimule, prêt à frapper. Mais il n'en aura pas le temps. Sarah surgit. Rapide. Implacable. Elle le désarme en un instant.
Quelques heures plus tard, Yoro est livré à Jennifer Brown. Les pilotes qui les ont conduits jusqu'à la Maison Blanche sont immédiatement mis à l'écart, enfermés sous prétexte de repos. Mais tout le monde sait que la véritable raison est ailleurs. Personne ne doit apprendre que le fils du nouveau président est encore en vie. Une telle révélation pourrait déclencher une crise politique incontrôlable. Yoro lui-même est loin d'être rassuré par la situation. Après avoir pris un moment pour récupérer de ses récentes épreuves, il se met à explorer les lieux, poussé par la curiosité. Mais cette initiative manque de virer au drame. Dans un bureau désert, il tombe nez à nez avec Mara, la veuve du président défunt. Elle le reconnaît, comprend ce que cela signifie. Avant qu'elle ne puisse réagir, Jennifer et Sarah interviennent juste à temps. Elles parviennent à désamorcer la situation, prétextant une dépression nerveuse chez Mara. Personne ne doit savoir. Pas encore. Tandis que Yoro parvient à se dissimuler quelque temps, la tension monte parmi les conspirateurs. La menace grandit, palpable. Sarah insiste, il faut évacuer le garçon au plus vite de la Maison Blanche. De son côté, Kimberly, la fille du défunt président, s'acharne à comprendre ce que sa mère a réellement vu cette nuit-là. Jennifer tente de la rassurer, ce n'était qu'une hallucination. Mais Kimberly n'est pas dupe. Elle devine qu'on lui cache la vérité. Déterminée à percer le mystère, Jennifer Brown ordonne à ses assistants de trouver un généticien capable d'analyser Yoro. Il faut comprendre ce qui s'est réellement passé sur la planète et comment lui et le Cap-Agent ont survécu à l'épidémie. Son plan, faire venir les scientifiques à la Maison Blanche. Mais Sarah s'y oppose. C'est trop risqué. Le garçon doit être déplacé. Loi. Et vite. Sarah accepte cette mission périlleuse sans hésiter. Le temps presse. Pendant ce temps, de l'autre côté du monde, en Israël, une femme gravement blessée ouvre les yeux. À l'annonce de la mort de tous les hommes sur Terre, elle proclame avec froideur, elle doit désormais revendiquer la présidence des États-Unis. Nora Brady, ancienne conseillère présidentielle, erre avec sa fille Mackenzie. Elle a tout perdu, mari, fille, stabilité. Désespérée mais résolue, Nora comprend qu'elle doit se battre, pour elle et pour sa fille. À Washington, une autre nouvelle bouleverse l'équilibre déjà fragile du pouvoir. Regina Oliver, la favorite à l'élection présidentielle, est en vie. Le personnel de la Maison Blanche se divise aussitôt. Certains restent loyaux à Jennifer Brown, d'autres se rallient à Regina et à Kimberly. Face à cette fracture, Jennifer se rend à l'évidence. Elle n'a plus le choix. Elle accepte que Sarah emmène son fils vers un endroit plus sûr. Pour motiver les pilotes ayant déjà transporté Yoro, Sarah les récompense d'étoiles de héros et leur promet une reconnaissance éternelle s'ils réussissent leur mission. Le seul moyen de faire sortir Yoro sans éveiller les soupçons, un chariot de cadavres. Horrifié, le garçon refuse. Il supplie pour une autre solution. Mais Sarah ne fléchit pas. Il n'y a pas d'alternative. Le plan est exécuté. Yoro est caché parmi les morts, embarqué en contrebande, puis transféré à bord d'un hélicoptère. Sarah, elle-même, prend les commandes. Un second appareil, avec uniquement des femmes pilotes, vole en tête pour faire diversion. Mais à peine ont-ils pris de la hauteur que l'hélicoptère d'escorte dévie de sa trajectoire, puis explose dans un fracas apocalyptique. Les débris en flammes pleuvent dans le ciel. Yoro, pétrifié, assiste à la scène. Sarah, quant à elle, garde son sang-froid. Elle savait que le silence du pilote avait un prix. Après des heures de vol, ils atterrissent dans une forêt reculée pour souffler un peu. L'odeur de mort qui émane de Yoro est insoutenable. Sarah lui demande de se déshabiller. Ils doivent laver ses vêtements avant de repartir. Au même moment, Hero, la sœur de Yoro, continue sa route avec son compagnon, un homme transgenre. Sur leur chemin, ils s'arrêtent dans un magasin saccagé, espérant trouver de la nourriture. Mais ce qu'ils découvrent à la place, c'est Nora Brady et sa fille, terrifiées. Hero examine Mackenzie. Sa jambe est gravement infectée. Elle demande à Nora l'autorisation de la soigner, pour qu'ils puissent poursuivre leur route ensemble. Retour dans la forêt. Le camp de fortune de Sarah et Yoro est attaqué par une bande de pillards. Sarah tente de les apaiser, mais la menace est trop grande. Pour les faire fuir, Yoro enfile un masque et agite un bâton, effrayant les intrus. Le plan fonctionne. Les assaillants repartent. Mais il est clair qu'ils ne sont plus en sécurité. Ils quittent la forêt et se dirigent vers une ville voisine. Là, ils échangent le générateur de l'hélicoptère et quelques grenades contre une moto. Alors que Sarah inspecte le véhicule, Yoro, oubliant toutes les règles, s'élance dans la ville, attiré par une silhouette familière. Dans la foule, il est persuadé d'avoir vu Beth, sa petite amie. Pris au piège de son espoir, il tombe dans une embuscade. Des policières surgissent, l'encerclent. Elle lui arrache son masque. Son secret est découvert. Sarah intervient à temps. Dans une lutte éclair, elle neutralise les officières et s'empare de Yoro. Il fuit à toute allure.
Plus tard, sur la route, elle stoppe la moto brutalement. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Elle confronte Yoro, l'exhorte à prendre conscience de ce qu'il vient de risquer. Sa mission est capitale. Et il a failli tout gâcher. Pendant ce temps, Hero, son compagnon, Nora et Mackenzie trouvent refuge pour la nuit dans un ancien centre d'accueil pour femmes abandonnées. Une pause, dans un monde où chaque jour peut être le dernier. Hero confie à Nora que la santé de sa fille est de plus en plus préoccupante. Elle a besoin d'antibiotiques en urgence. Malheureusement, les entrepôts ont été pillés depuis longtemps, tout comme les maisons abandonnées. Submergée par la peur et l'impuissance, Nora s'éloigne pour éviter que sa fille ne la voie pleurer. Mais dehors, un nouveau défi l'attend. Une troupe de femmes à cheval fait irruption dans la cour, affirmant être les véritables propriétaires des lieux. Leur ton est sec, et leur regard, menaçant. Rapidement, elles découvrent la présence de tous les autres réfugiés et les contraignent à se regrouper dans les anciennes écuries. Pour elles, ce ne sont que des bouches en trop à nourrir. Cependant, Nora remarque un détail qui pourrait renverser la situation. L'une des cavalières est grièvement blessée. Saisissant l'occasion, elle demande à Hero d'examiner la jeune fille. Avec les moyens du bord, un peu de ruban adhésif et quelques gants en caoutchouc, Hero tente une opération de fortune. Mais la blessure par balle est trop grave. Malgré plusieurs heures de soins improvisés, l'état de la cavalière empire. Finalement, Roxane, la chef du groupe, décide de mettre fin aux souffrances de sa camarade. À la surprise générale, elle se montre douce et compatissante. Elle invite les réfugiés à rester pour la nuit et promet de leur fournir les antibiotiques dont Mackenzie a tant besoin. Tandis qu'ils suivent Roxane, Hero réalise que les médicaments ne sont qu'une infime partie des ressources que contrôle le gang. Elle possède tout un centre commercial rempli de vivres et de matériel. Pendant ce temps, Sarah et York poursuivent leur périple vers Boston, espérant retrouver la généticienne Allison Mann. Mais à l'entrée de la ville, ils tombent sur un poste de contrôle militaire, lourdement armé et équipé de gaz lacrymogène. Pour passer, Sarah propose qu'ils se séparent, elle distraira les soldats pendant que York et Emprunt se glisseront autour du blocus. À son arrivée à Boston, Sarah constate rapidement que l'absence d'hommes n'a pas mis fin à la violence. Des groupes rebelles lancent régulièrement des attaques contre Harvard, cherchant désespérément des réponses. Le plan fonctionne. Tandis que Sarah retient l'attention des militaires, Yoro parvient à pénétrer dans un bâtiment du quartier général. Mais il tombe alors entre les mains des rebelles. Par chance, ces derniers le prennent pour un homme trans et lui indiquent même où trouver refuge, obtenir des hormones et se cacher. Finalement, Sarah et Yoro localisent l'appartement d'Allison Mann, puis son ancien bureau à Harvard. Méfiante, la scientifique n'apprécie pas l'arrivée d'étrangers. Mais lorsqu'elle voit le visage de Yoro, tout devient clair. Consciente de l'enjeu, elle annonce que le seul moyen de comprendre le cas du garçon et de son cap-agent serait de se rendre à San Francisco, où se trouve encore un laboratoire opérationnel. Harvard ne dispose plus d'équipement, ni de matériel biologique nécessaire. Sarah accepte ce nouveau voyage risqué. Mais secrètement, elle sabote la radio, coupant leur seul lien avec la Maison Blanche. Plus tard, elle prétend que la radio est en panne, prétextant devoir s'éloigner pour trouver un autre moyen de communication. Elle confie alors à Yoro la surveillance des scientifiques, dissimulant ses réelles intentions. Pendant ce temps, les luttes de pouvoir politique reprennent en coulisses, bien que peu y prêtent attention. Christine, l'une des assistantes de Jennifer Brown, tombe malade. Elle craint d'avoir perdu son bébé. Mais une échographie vient contredire ses craintes, la grossesse suit son cours, et il y a même de fortes chances que l'enfant soit un garçon. De son côté, Sarah s'introduit par effraction dans la maison d'un inconnu. Mais elle découvre rapidement que la propriétaire est tout aussi habile et dangereuse qu'elle. Un affrontement éclate entre les deux femmes, chacune aussi déterminée que l'autre. Pourtant, lorsque les coups s'arrêtent et que la parole s'installe, elles réalisent qu'elles travaillent pour la même organisation, et ont été envoyées ici pour la même mission, éliminer la propriétaire de la maison. Informée de l'accident d'hélicoptère, Jennifer est envahie par l'angoisse. Christine tente de la rassurer, seuls 2 corps ont été retrouvés, probablement ceux des pilotes. Mais le soulagement est de courte durée. Le président comprend que Sarah pourrait avoir mis en scène l'accident pour se débarrasser des témoins devenus encombrants. Un soupçon terrible l'envahit, Yoro est entre les mains d'une femme potentiellement dangereuse, et nul ne sait ce dont elle est capable. Au même moment, Regina Oliver, principale rivale politique de Jennifer Brown, est convoquée à la Maison Blanche. Kimberly, en embuscade, voit là une opportunité inespérée. Elle commence à ourdir un coup d'État pour évincer Jennifer et prendre le pouvoir à sa place. Pendant ce temps, à l'autre bout du pays, Allison Mann confie à Yoro qu'elle doute du succès de ses recherches. Elle ignore si les ressources seront suffisantes pour comprendre la cause de l'extinction masculine, pire encore, s'il sera jamais possible de sauver l'espèce. Une chose est certaine, l'avenir de Yoro et d'Emprunt est incertain,
et leur sort pourrait les transformer en cobayes de laboratoire. Sarah revient au bureau et annonce brusquement qu'ils doivent partir. Pour une raison qu'elle garde secrète, elle ment à Yoro, prétendant avoir reçu l'autorisation de sa mère pour se rendre à San Francisco. Le trio reprend donc la route, ignorant qu'une patrouille militaire est déjà à leur recherche, avec la photo de Sarah en main. Alors que les femmes attendent un moment propice entre deux déploiements de gaz lacrymogène pour se déplacer, Yoro décide de visiter l'endroit dont les rebelles lui avaient parlé, une communauté de personnes transgères où il peut enfin tomber le masque et vivre à visage découvert. Lorsque Sarah l'apprend, sa colère explose. Mais il devient vite évident que le véritable danger, ce n'est pas Yoro, c'est elle. La patrouille militaire finit par localiser la communauté et y diffuse la photo de Sarah. Le trio réussit de justesse à s'échapper et trouve refuge dans une église. Là, Sarah est contrainte d'avouer la vérité, elle n'a plus aucun contact avec la Maison Blanche. Depuis le début, elle prend seule toutes les décisions. Pendant ce temps, Hero, Nora, son amie et la petite Mackenzie poursuivent leur vie dans la communauté de Roxane. À première vue, c'est un havre de paix, nourriture, médicaments, sécurité, tout semble réuni pour recommencer. Mais lorsque Nora tente d'éloigner sa fille d'une réunion féministe radicale, Roxane entre dans une rage noire. Elle rappelle sèchement que ses invités doivent obéir à ses règles et écouter chacun de ses mots sans contester. Pire encore, Roxane s'efforce d'endoctriner la petite Mackenzie, cherchant à lui inculquer une haine profonde des hommes et à l'enrôler dans leur cause. Une nouvelle réunion est brutalement interrompue par une alerte. Les femmes se mobilisent aussitôt, dressant des barricades et sarments pour défendre leur supermarché. Mais l'ennemi n'en est pas vraiment un, il s'agit d'un petit groupe de femmes épuisées, accompagnées d'une fillette. Roxane va à leur rencontre, mais elle refuse désormais toute nouvelle admission. Même la présence d'un enfant ne suffit pas à éveiller sa compassion. Elle chasse les réfugiés, leur fermant toute porte. Au même moment, Allison fouille les affaires de Sarah et tombe sur un document troublant, un avis de recherche, pour l'agent elle-même. Allison tente de convaincre Yoro de fuir pour échapper au danger que représente Sarah. Mais le garçon refuse catégoriquement, il ne trahira pas son amie, même s'il est conscient qu'elle leur cache quelque chose d'important. Le soir venu, Roxane rassemble les habitantes de sa communauté pour une étrange cérémonie festive. Devant la foule réunie, elle évoque Laura, une membre du groupe qu'elle présente fièrement comme une véritable Amazone. L'ambiance est d'abord légère, presque solennelle. Mais à mesure que la cérémonie progresse, Hero, Nora et les autres ressentent un malaise grandissant. Laura est couverte de terre, puis plongée dans une baignoire. Lorsqu'elle en ressort, trempée, tout le monde commence à l'appeler par un nouveau nom, Athéna. Sam, l'ami trans de Hero, trouve cela profondément dérangeant. Incapable de supporter davantage cette mascarade, il quitte la pièce. L'une des membres du groupe tente de le rattraper et de l'avertir de ne pas s'opposer à Roxane. Mais ce simple geste de désaccord la met elle-même en difficulté. Elle est immédiatement convoquée pour un entretien privé. Pendant ce temps, à la Maison Blanche, Jennifer reçoit un rapport. Le groupe de recherche a localisé Sarah et prépare une embuscade. L'information inquiète profondément la présidente. Si les éclaireurs trouvent Sarah, ils risquent aussi de retrouver son fils. Une angoisse qu'elle cache difficilement. Pendant ce temps, Allison parvient à convaincre York qu'ils doivent fuir. Ensemble, ils prennent la route, se dirigeant à travers la forêt. Mais la situation se tend. Des pisteurs se lancent à leur poursuite. Sarah intervient brutalement, elle neutralise les soldats et détruit leur radio, coupant toute communication avec la Maison Blanche. Plus tard dans la nuit, Nora est réveillée par des cris. Discrètement, elle quitte la chambre et découvre une scène effrayante. Un groupe d'Amazones punit violemment une jeune fille, simplement pour avoir osé parler à Samedi. Les femmes, si souriantes en apparence, se montrent impitoyables. Nora, glacée par la peur, choisit de ne pas intervenir. Elle veut protéger sa fille coûte que coûte, et si cela signifie respecter les règles de Roxane, alors elle s'y pliera. De son côté, Sarah met la main sur une camionnette et le groupe reprend la route vers San Francisco. Mais les tensions sont palpables. La tentative d'évasion de Yoro et Allison a brisé la confiance. Sarah se montre de plus en plus méfiante, voire paranoïaque. L'atmosphère se dégrade encore lorsqu'elle s'endort au volant. Le véhicule quitte la route et s'écrase violemment. Allison parvient à sortir de l'épave et cherche désespérément Sarah, mais elle a disparu. À sa place, un convoi de véhicules militaires approche. Et il ne s'agit pas de forces affiliées à la Maison Blanche. Jennifer est rapidement informée de l'accident. Et ce qui la trouble le plus, c'est l'information transmise par les militaires. Parmi les fugitifs, il y avait un homme. Pour protéger Yoro, la présidente tente aussitôt de détourner les soupçons. Pendant ce temps, Yoro reprend lentement connaissance, dans une maison totalement inconnue. Yoro se réveille dans un lit inconnu, aux côtés d'une femme dont il ignore tout. Troublé, il quitte la chambre à la recherche de son capuchine,
mais tombe plutôt sur les habitants du lieu, une communauté installée dans un ranch. Bien que l'ambiance y semble paisible, personne ne lui révèle ce qu'il est advenu de ses compagnons. Pendant ce temps, les filles se réveillent enfermées dans une cellule, désorientées et incapables de savoir où elles se trouvent ni comment s'en échapper. À la Maison Blanche, Jennifer s'adresse à la population restante, les exhortant à accepter une évacuation et à ne pas céder à la panique. C'est alors qu'elle aperçoit Beth dans la foule, la petite amie de son fils, hospitalisée depuis longtemps. Tandis que Jennifer échange avec Beth, Kimberly, en secret, poursuit son entreprise de manipulation, poussant Regina à renverser l'actuelle dirigeante pour prendre sa place. Pendant ce temps, malgré l'apparente hospitalité du ranch, Yoro est enfermé dans une cellule avec ses amis. Les habitants expliquent que leur sort sera décidé collectivement. Au loin, une nouvelle menace se profile, une souche de grippe mutante a été découverte en Grèce. Jennifer se plonge immédiatement dans cette nouvelle crise sanitaire, mais une autre préoccupation la rattrape. Mara, bouleversée, se rend au centre de commandement pour demander si les rumeurs sur Yoro sont fondées. Dans la cellule, les tensions deviennent insupportables. Yoro et Sarah s'affrontent violemment, jusqu'à ce que l'ouverture de la porte ne mette fin à leur dispute. Une femme entre et leur annonce la décision de la communauté. Ils pourront rester jusqu'à ce que Sarah se remette, après quoi ils seront escortés hors de la ville pour poursuivre leur route vers San Francisco. Sam, quant à elle, se voit offrir une chambre séparée. Avant de s'endormir, elle prévient Yoro de rester sur ses gardes. Mais ce dernier ne la prend pas au sérieux. Le ranch paraît sûr, avec nourriture, électricité et eau en abondance, des ressources précieuses dans un monde ravagé. Yoro se laisse convaincre. De son côté, Mara succombe à son chagrin. Incapable de supporter la douleur de la perte, elle grimpe sur un toit et se jette dans le vide, espérant rejoindre son mari et ses fils. Elle laisse une lettre à sa fille, s'excusant et l'exhortant à rester forte. Au même moment, Beth revient en ville. Mais au lieu de retrouver Jennifer comme promis, elle se dirige vers un camion rebelle. Elle rejoint un groupe clandestin qui planifie une attaque contre la Maison Blanche. Dans la commune dirigée par Roxanne, une autre crise éclate. Kate, l'une des Amazones, tente de fuir, mais Roxanne lui rappelle brutalement les règles, elle l'abat d'une balle dans le dos. Elle dissimule ensuite l'incident, accusant à la place des nomades d'avoir attaqué. Craignant d'autres désertions, Roxanne impose un entraînement intensif aux armes à feu et projette d'expulser les invités. Nora apprend la nouvelle et se précipite vers Roxanne pour la supplier de la laisser rester avec sa fille Mackenzie. Mais Roxanne reste inflexible. Elle leur accorde seulement quelques jours de répit, après quoi elles devront partir. Roxanne repense à la naissance de sa communauté. Depuis le premier jour, elle en a été l'unique dirigeante. Elle continue de dicter les règles et persuade ses résidentes que seul son pouvoir les protège du chaos extérieur. Chaque jour, elle organise des réunions où les femmes partagent les pires souvenirs liés aux hommes, renforçant leur dépendance à son autorité. Sam, exclu de ces rassemblements, décide de partir. Elle envisage de s'installer dans les maisons au bord du lac et d'y fonder sa propre communauté. Mais Hero, elle, commence à tomber sous l'influence de Roxanne. Elle doute de sa volonté de quitter cet endroit. Roxanne surprend une dispute entre Sam et Hero. Voyant là une opportunité, elle manipule Hero en lui faisant croire qu'aucun homme, pas même un transgenre, ne devrait lui parler ainsi. Les deux amis se séparent. La nuit venue, Roxanne expulse Samedi. Elle l'autorise à emporter un peu de nourriture. Le lendemain, elle cache la vérité à Hero, lui faisant croire que Sam est parti de son propre chef. Pour apaiser la jeune fille, Roxanne organise une fête d'adieu dédiée à l'abandon de toute masculinité. Les festivités sont bruyantes, joyeuses, et appréciées de toutes, sauf de Nora. Incapable de s'intégrer, Nora rumine sa colère. Cette nuit-là, elle incendie le centre commercial de la commune pendant que tout le monde dort. L'Amazonie survit à l'attaque, mais ses réserves sont anéanties. Nora, satisfaite, masque sa jubilation derrière une façade de tristesse et se fond dans la foule en deuil. Elle sait qu'il est temps. Nora se prépare à fuir, profitant de l'obscurité pour disparaître dans la nuit. En quête de nourriture cachée dans la forêt, Nora tombe par hasard sur une voiture de police abandonnée près de la rivière. L'habitacle est rempli de cadavres. Ce sinistre tableau lui révèle une vérité glaçante, Roxanne n'est pas celle qu'elle prétend être. Déterminée à tirer parti de cette découverte, Nora attend le bon moment pour confronter la chef en privé. Face à Roxanne, elle exige le silence en échange de privilèges. Elle et sa fille devront bénéficier des meilleures ressources, nourriture, protection, logement. Mais Nora ne s'arrête pas là. Elle propose aussi de devenir l'allié de Roxanne, l'aidant à maintenir son emprise sur la communauté, même après la perte de leurs réserves. Elle s'engage à détourner toute tentative de rébellion. Roxanne accepte. Peu après, elle rassemble les Amazones et prononce un discours enflammé. Portée par une énergie féroce,
elle promet à ses troupes qu'elles surmonteront toutes les épreuves et finiront par dominer le monde. Pendant ce temps, Sarah reprend lentement des forces. Elle s'exerce à nouveau, bien qu'elle soit encore tourmentée par des hallucinations. Malgré sa faiblesse, elle garde un œil vigilant sur Yoro. Il semble, selon elle, trop vite en confiance avec les habitants du ranch, ce qui l'inquiète. Ses doutes se confirment lorsqu'un villageois s'approche d'elle pour lui poser des questions troublantes sur un appareil retrouvé dans leur véhicule accidenté. Sarah reste évasive. Elle cache l'existence de la balise à Yoro, consciente que cette information pourrait changer le cours de leur mission. Dans le même temps, sur ordre direct de Roxane, Hero est envoyé en mission vers une autre colonie. Un groupe de femmes a érigé un mémorial en hommage aux hommes disparus. Mais derrière cette apparente bienveillance, Roxane voit une opportunité. Prétextant défendre les droits des femmes, elle organise un raid contre cette colonie. Sous ses ordres, les Amazones fondent sur la ville de la mémoire, semant la terreur. Pourtant, ce qui devait être un vol ciblé de vivres tourne rapidement au carnage. Les assaillantes, enragées, détruisent tout sur leur passage. Nora, témoin de cette fureur incontrôlée, sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle tente de raisonner Roxane, mais la leader, toujours plus instable, affirme que cette voie est nécessaire. Nora, bien que troublée, ne parvient pas à la faire changer d'avis. De son côté, complètement remise de sa maladie, Regina Oliver se prépare à renverser Jennifer Brown. Elle donne à ses partisans 30 minutes pour se préparer à un coup d'État. À la recherche d'un soutien décisif, elle approche Kimberly. Mais cette dernière, brisée par la mort de sa mère, refuse de participer. Son feu intérieur s'est éteint. Pendant ce temps, sous le siège du gouvernement, Beth et son équipe posent des explosifs. Jennifer Brown est convoquée au centre de commandement, on l'accuse de dissimuler des informations sur Yoro. Pour protéger son amie enceinte, elle finit par avouer l'indicible, son fils est toujours vivant. Elle révèle l'avoir envoyé chez un généticien, dans l'espoir de sauver l'humanité. Bien que personne ne sache s'il est arrivé à destination, cette révélation scelle son destin. Même ses derniers soutiens se rangent du côté de Regina, exigeant sa démission au profit du président légitime. Mais avant qu'une décision soit prise, une explosion retentit, secouant tout le bâtiment. Les rebelles, menés par Beth, prennent d'assaut les lieux. Dans les tunnels souterrains, ils affrontent les politiciens. Face à l'assaut, les gardes présidentiels déposent les armes. Jennifer reconnaît Beth, malgré la cagoule. En silence, la jeune fille lui fait signe de ne pas révéler son identité. Mais alors que le pouvoir bascule, Regina montre son vrai visage. Paniquée par le chaos, elle tente de reprendre le dessus en proclamant qu'elle est la seule présidente légitime. Elle accuse ses anciens alliés de trahison, y compris Kimberly. Et, dans un dernier acte destructeur, elle hurle que le fils de Jennifer Brown est vivant. Un des rebelles, excédé, lui tire une balle en pleine tête. Mais il est trop tard. Les mots de Regina ont été prononcés. Le plan soigneusement établi des rebelles bascule dans le chaos. Pendant ce tumulte, Yoro reste trop longtemps dans la colonie. Son statut de dernier homme vivant attire des femmes désireuses d'attention masculine. Tandis qu'il se laisse distraire et qu'Allison socialise avec les habitants, Sarah s'éclipse discrètement. Elle se dirige vers la forêt pour détruire la balise, qui transmettait leur position depuis le début. L'évacuation des otages échoue. Une deuxième faction rivale infiltre le bâtiment par le système de ventilation et libère du gaz lacrymogène. Des coups de feu éclatent dans les couloirs. La panique s'installe, les gens courent dans tous les sens. Ceux qui ne parviennent pas à fuir s'effondrent, morts. Profitant du chaos, Beth libère discrètement Jennifer de ses menottes et tente de l'emmener en sécurité. Le président n'a pas le temps de sauver son assistante enceinte, mais Kristen n'est pas laissée à son sort. Kimberly prend sa défense avec détermination. Grâce à une sortie par le parking souterrain, les filles parviennent finalement à s'échapper. Dans la ville de la mémoire, Roxane fouille parmi les effets personnels et découvre un carnet répertoriant les noms de tous les hommes survivants. Ce carnet devient son nouvelle obsession. Elle décide de traquer et d'éliminer chacun d'eux, convaincue que c'est ainsi qu'elles libéreront la planète. Les Amazones ciblent d'abord un jeune homme qu'elles ont déjà aperçu, celui qui vit dans un village voisin. Nora montre son portrait à Roxane, c'est Yoro Brown. Beth remet son uniforme à Jennifer avant leur séparation, et cette dernière confie à la jeune femme que les paroles de Regina étaient vraies, Yoro est bien vivant. Roxane et Nora se lancent à la recherche du village où l'homme survivant est caché. Mais Sarah, sentant le danger imminent, presse ses compagnons de fuir au plus vite. Cette nouvelle déplaît à Yoro, mais il refuse d'entrer en conflit avec elle. Pourtant, il est peu probable que Roxane les laisse disparaître. La traque est imminente, Roxane a déjà localisé le domaine et prépare son escouade pour l'attaque dans quelques heures. Lors d'une réunion, deux nomades interrompent le camp, apportant une nouvelle cruciale, le président est mort. Ignorant que ce titre n'appartient pas à sa mère, Hero croit qu'elle est la victime.
En vérité, Jennifer est toujours en vie. Après avoir pleuré la perte de sa fille, elle se prépare à fuir avec Beth. La ville est devenue trop dangereuse, et la chasse à la présidente est lancée. Cette nuit-là, Sam se glisse dans la maison de Jennifer. La femme reconnaît aussitôt l'ami de sa fille. Ensemble, elles tentent une fuite désespérée, mais la maison est déjà encerclée. Kristen et Kimberly, elles, trouvent refuge dans une grange abandonnée. Au petit matin, Kimberly révèle à Kristen qu'elle a une idée pour les sauver tous. Leur salut dépend de Yoro, il est la clé pour perpétuer l'espèce humaine, et il semble prêt à assumer ce rôle. Cette même nuit, Yoro couche avec une femme du village qui le convoitait depuis longtemps. Mais leur moment de répit est brisé brutalement lorsque les Amazones, sous la conduite de la dérangée Roxane, envahissent le village. Elles exigent que l'homme leur soit livré. Sarah est réveillée en sursaut par les coups de feu. Elle ordonne à la petite amie de Yoro de l'emmener en sécurité, tandis qu'elle reste en arrière pour repousser l'attaque. Consciente qu'ils sont largement en infériorité numérique, Sarah sort les mains en l'air, feignant la peur. Elle fait venir l'homme transgenre local et le fait passer pour le véritable survivant. Une violente fusillade éclate alors dans la rue principale, plongeant le village dans le chaos. Les coups de feu retentissant dans la ville distraient le convoi de Sarah, qui saisit cette occasion pour désarmer ses assaillants et s'échapper. Même la jeune Mackenzie se joint au combat, cherchant à prouver à Roxane qu'elle mérite une place dans la commune. Pendant ce temps, Hero rattrape le groupe de fugitifs. Elle tire sur eux, forçant Yoro à se retourner. Reconnaissant son frère, Hero se fige un instant, mais la petite amie de Yoro, ignorant leur lien familial, tire sur Hero. Blessé, Hero parvient néanmoins à raconter à Yoro la mort de leur mère et à l'avertir que les Amazones veulent le détruire. Pour lui permettre de fuir, elle élimine l'une de ses propres sœurs d'armes. La fusillade fait rage dans la ville, mais contre toute attente, Nora lève les mains et s'avance vers le centre, annonçant leur reddition. Cette décision exaspère Roxane, mais personne ne prête plus attention à sa colère. Le héros confie à Nora que Yoro est vivant. Cette révélation redonne courage aux femmes. De retour au camp, Nora décide de renverser Roxane et d'ouvrir les yeux de la jeune fille sur la vérité. Mais les mots ne suffisent pas. Roxane provoque Nora sans relâche, jusqu'à ce que Nora lui tire une balle en plein cœur. Les Amazones, stupéfaites, lèvent leurs armes, prêtes à riposter, mais Nora calme rapidement les esprits avec des paroles réconfortantes. Le héros s'avance à ses côtés, et à partir de ce moment, la communauté trouve un nouveau leader. Sarah marche plusieurs kilomètres avant de retrouver enfin Yoro et Allison. Le garçon est dévasté, convaincu d'avoir tout perdu, ne voyant plus aucune raison de vivre. En l'écoutant, Sarah lui confie qu'elle le comprend mieux qu'il ne le croit, ayant elle-même perdu ses parents durant son enfance. Elle dit à Yoro qu'il peut partir s'il le souhaite. Elle avait suivi les ordres de Jennifer, mais maintenant que celle-ci est présumée morte, leur accord est techniquement caduc. Pourtant, Yoro refuse de partir. Il demande à Sarah de devenir son entraîneur pour apprendre à se protéger et cesser d'être un fardeau. Pendant ce temps, Jennifer, Beth et Sam sont enfermés dans une pièce vide sous surveillance vidéo. Ils ignorent encore qu'ils ont été capturés par l'ancien supérieur de Sarah, issu des services secrets. Suivant le signal de la balise, Sarah conduit ses amis vers un véhicule approvisionné en carburant. Outre l'essence, la voiture contient tout le nécessaire pour la recherche scientifique, ainsi qu'une carte avec un itinéraire balisé. Où cela les mènera-t-il ? Pour l'instant, ce mystère demeure entier. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous et mettez votre avis dans les commentaires et cliquez ici pour regarder d'autres vidéos similaires.